notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser une fois de plus à la guerre ukrainienne. Et la dernière actualité que j'ai relevée sur France 24, c'est guerre en Ukraine, Donald Trump hausse le ton, son émissaire rencontre Vladimir Poutine. Et donc ici, on va se rendre compte, une fois de plus, à travers cette vidéo, que c'est que les Occidentaux redoutés et le scénario qui est en train de se clairer devant nos yeux. C'est que Emmanuel Todd avait dit que Trump serait celui qui va enregistrer la défaite des États-Unis et que les Russes sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas se fier aux Américains et qu'ils feront le nécessaire pour avoir les garanties de sécurité avant toute paix ou toute négociation, est en train de se matérialiser. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Il est l'un des rares Occidentaux à rencontrer Vladimir Poutine en personne. L'émissaire américain Steve Witkoff a été reçu à Saint-Pétersbourg pour des négociations sur l'Ukraine. La conversation entre les deux hommes aurait duré près de 4 heures et marque la reprise de communication directe entre Russes et Américains, même si peu d'avancées sont attendues. Le travail est continu, méticuleux. Ce sont des échanges de points de vue afin de porter les préoccupations des uns et des autres à l'attention de chacun. C'est pourquoi il s'agit d'un travail très méticuleux. Il ne faut pas s'attendre à des percées dans ce domaine. En amont de la rencontre, Donald Trump a tenté de mettre la pression sur la Russie via son réseau social Truth. Les États-Unis ont proposé un cessez-le-feu en mars, approuvé par l'Ukraine, mais la Russie a depuis multiplié les conditions et retarde sa mise en œuvre. La Russie doit se bouger. Trop de gens meurent, des milliers par semaine, dans une guerre terrible et insensée. Une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Ces dernières semaines, les Russes ont accru leurs bombardements, notamment sur des civils, à rebours d'une possible trêve dans les affrontements. Le président ukrainien s'est rendu dans sa ville natale. Il a voulu rendre hommage aux victimes de frappes qui ont tué 19 personnes, dont 9 enfants la semaine dernière. La pression sur la Russie doit s'accroître chaque jour, jusqu'à ce que la menace quotidienne d'attaques russes disparaisse. Elle doit disparaître du ciel, de la terre et de la mer de l'Ukraine. Le président ukrainien dit manquer de systèmes anti-aériens patriotes pour protéger les airs. Il a également accusé la Russie de faire appel à des soldats chinois. Il estime leur nombre à au moins 150. Le Kremlin a démenti. Et la Chine dénonce des affirmations sans fondement. Après sa visite en Russie, Steve Witkoff doit samedi rencontrer une délégation iranienne à Oman pour un autre sujet brûlant. Voilà. Là, vous venez d'avoir les résumés que Donald Trump s'impatiente. Mais on va essayer de remonter un peu plus loin dans l'actualité. Vous vous souvenez, quand Vladimir Poutine avait parlé à des marins sur un navire que je vous avais commenté ici et qu'il avait dit que le gouvernement de Zelensky était légitime et que pour lui, il trouvait qu'il était nécessaire qu'on ait d'autres personnes plus légitimes pour négocier les traités de paix parce que la signature de Zelensky n'avait plus aucune valeur juridique. Ici, ils avaient essayé de faire du bruit et de montrer que, soi-disant, Donald Trump mettait la pression à Poutine. Nous sommes à 12 jours pour vous montrer que les Occidentaux, je ne sais pas, soit ils continuent la propagande, soit ils ne veulent pas accepter ce qui devient de plus en plus une évidence. Joe Biden a montré que les États-Unis n'étaient plus ce qu'ils étaient militairement. La Chine vient de montrer que les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient économiquement. Et donc, il faut qu'ils commencent à comprendre sur ces chaînes que nous avançons de plus en plus rapidement vers ce que eux ils ignoraient ou qu'ils avaient choisi d'ignorer. C'est que le monde est en train de changer et la puissance est en train de changer. Alors, je ne joue pas, ce sont les mots de Donald Trump en direction de Vladimir Poutine, furieux suite à ce qu'on va appeler un petit retour à la réalité vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il enchaîne les coups de pression contre le patron du Kremlin. On l'écoute, Donald Trump. Ils savent que je ne joue pas. Je pense que Vladimir Poutine va se montrer à la hauteur de ce qu'il m'a dit. Et je pense qu'il va maintenant remplir sa part du contrat. Et puis, il y a Zelensky, en espérant qu'il sera à la hauteur. Et pour en parler, je re-salue Sabrina Agresti-Roubache, Valérie Nataf, Rafik Smati et Thierry Coste. Alors, bon,
Avant de vous entendre, quand même direction Moscou pour retrouver Charles Divot. Bonjour à vous Charles. Comment on réagit à Moscou à la suite de ces différents coups de pression du patron de la Maison-Blanche ? Alors l'idée ici, elle est très clairement de minimiser au maximum l'impact de ces propos de Donald Trump et cette colère naissante. D'ailleurs, Vladimir Poutine n'a toujours pas réagi officiellement à ces propos et a préféré laisser son porte-parole Dmitri Peskov s'en charger. Alors concrètement, il estime d'abord que les relations entre les deux pays sont toujours très bonnes et surtout qu'à la naissance de cette colère, les premiers propos tenus, eh bien, ils n'émanaient pas directement de Donald Trump, mais qu'il s'agissait, je le cite, de paraphrases tenues par une journaliste américaine. En clair, aux yeux du Kremlin, il n'y a pas encore de menaces concrètes et directes de la part des États-Unis. Alors, autre point, cette fois très important, c'est que le porte-parole du Kremlin a tout de même expliqué que si cette colère, elle était liée à la proposition de Vladimir Poutine d'instaurer une administration provisoire en Ukraine, eh bien, la Russie rappelle que les États-Unis, eux aussi, ont mis en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky et que Donald Trump lui-même avait qualifié le président ukrainien de dictateur sans élection. Dernier élément qui prouve tout de même que des tensions sont en revanche naissante entre les deux pays, c'est que, vous le savez, la Maison-Blanche avait précisé qu'une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine devait avoir lieu très rapidement. Eh bien, réponse du Kremlin, pour l'instant, aucune conversation n'est prévue dans l'agenda de Vladimir Poutine. Merci Charles Divot, on se retrouve dans... Voilà, donc, ici, c'est pas le même journaliste que d'habitude, c'est un plus jeune, probablement plus enclin à peut-être aller dans le sens de LCI, mais vous comprenez bien ici en substance, Donald Trump s'agite, Moscou, on est tranquille, on continue à dérouler son plan comme si de rien n'était. Et donc c'est aux Américains de réaliser jour en jour que ce ne sont pas eux qui dicteront les conditions de ce cessez-le-feu et que Zelensky qui continue à demander à ce qu'on mette une pression, je ne sais plus sur quel levier Donald Trump peut mettre une pression. Et ça, c'était il y a 12 jours. Et donc ici, nous avons encore la même personne qui vient 2 jours après que Donald Trump ait tweeté. Regardez. Les négociations se corsent entre la Russie et les États-Unis sur le front de la guerre en Ukraine. Regardez le message posté par Donald Trump il y a quelques instants sur son réseau Truth Social. La Russie doit réagir, elle doit se bouger, on peut le traduire aussi comme ça. Trop de gens meurent, des milliers par semaine, dans une guerre terrible et insensée. Une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Toujours un petit taquet à son prédécesseur Joe Biden à chaque message. Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain, est en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. On va partir à Moscou, retrouver en direct notre correspondant Charles Divot. Bonjour Charles. On imagine que Steve Witkoff est venu pour prêcher la bonne parole de Donald Trump auprès du président russe. Oui, effectivement, au programme de cette réunion, parler de la situation en Ukraine, continuer les négociations concernant la signature d'un cessez-le-feu et à noter également, pour la première fois, le Kremlin parle de poser éventuellement les conditions pour une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors attention, le Kremlin précise qu'il ne s'agit pas du tout d'une réponse au coup de pression américain puisque Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a expliqué qu'il ne fallait pas s'attendre à des résultats significatifs à la fin de cette réunion, qu'il s'agissait simplement de reprendre les discussions là où elles ont été laissées lors de la dernière rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. C'était il y a environ un mois. Alors, en revanche, ce qui est à noter, c'est que pour la première fois, Steve Witkoff profite de sa venue en Russie pour parler également économie, puisqu'il a rencontré plusieurs oligarques ce matin lors d'une conférence dont le thème était de parler des métaux et des terres rares en Russie. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, c'était très important de vous le montrer à la fin, pour que vous compreniez, au-delà du bruit ambiant sur soi-disant les négociations pour la paix en Ukraine ou quoi que ce soit, ce qui intéresse les Américains, c'est de sécuriser ce qu'ils n'ont pas, contrairement aux Russes et aux Chinois, les terres rares. Voilà pourquoi il est impératif pour les États-Unis, pour Donald Trump, de finaliser ces négociations. Bien évidemment, vous voyez que plus les négociations sont longues, plus les Européens et les propagandistes pensent que Poutine fait perdre du temps,
Alors que concrètement, les Américains sont en train de s'impatienter par rapport à Volodymyr Zelensky. Parce que nous tous, nous commençons à comprendre, et nous avons déjà compris, que les Russes ont posé leurs conditions, les conditions que souvent les Européens font semblant de ne pas connaître et continuent à propager les soi-disant souhaits de Zelensky, alors que nous voyons bien qu'à chaque fois qu'il y a une petite avancée dans ces négociations, c'est parce que les Russes ont réussi à obtenir quelque chose. Et on doit rappeler que les dernières négociations consistaient à avoir un cessez-le-feu sur la mer Noire. Pour l'instant, on ne sait pas comment ça avance, puisque l'une des choses demandées par les Russes nécessitait un accord des Européens qui ont publiquement dit qu'ils étaient contre le fait de rebrancher la banque agricole russe au système SWIFT. Maintenant, est-ce que dans les faits, ils ne l'ont vraiment pas fait, ou est-ce qu'ils ont juste pondu un communiqué de posture et dans les faits, ça s'est fait? Nous ne savons pas. Et là non plus, comme par hasard, si on en suit l'historique des Occidentaux et particulièrement des Européens, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a tout un monde d'écart. Nous savons qu'ils avaient sanctionné les Russes, soit disant qu'ils n'allaient plus acheter le pétrole russe, mais nous savons qu'ils achètent le pétrole russe aux Indiens et ils achètent aussi le gaz russe. Est-ce qu'ils ont totalement refusé de rebrancher le système SWIFT ou ils l'ont fait par derrière, mais ils ont affiché une posture de comme quoi ils ne voulaient pas? Et je vous rappelle, dans la vidéo précédente que je vous ai fait ou que vous avez déjà vu, qu'ils ont baissé leur froc devant la guerre douanière ou la guerre des tarifs douanières que Donald Trump les a imposés. Ils ont proposé d'afficher zéro taxation des produits américains, y compris les voitures, ce à quoi Donald Trump a dit que ce n'était pas assez et que eux tous, ils étaient ouverts à la négociation avec les Américains. Et donc, ici, nous voyons bien que ce n'est ni la volonté des Européens, ni la volonté des Américains qui sont en train de conduire ces négociations, c'est bien la volonté des Russes. Et nous voyons bien que la patience des Russes conduit et les Européens et les Américains à revoir leur copie, puisque nous voyons bien qu'ils ont beau faire n'importe quelle proposition, ce sont les propositions russes qui sont débattues et qui sont approuvées ou non. Dites-moi, depuis que Zelensky propose des choses par rapport à un cessez-le-feu ou à la paix en Ukraine, à quel moment on a pris en compte une seule des choses qu'il a voulu? Et surtout, à quel moment ça a été pris en compte par la Russie? Et donc, je voulais vous mettre ça pour vous montrer où en est les choses avec la Russie. Et surtout, où en est les choses pour l'Ukraine. Et surtout que les choses vont aller de mal en pire pour tous ceux qui se sentaient protégés par les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, quand on en parle, on pense que tout le monde est fort. Non. Les Occidentaux étaient essentiellement protégés par les Américains qui eux-mêmes désormais sont en train de se retirer. Et donc il est important, quand on dit ça aussi, de repenser à la situation au Moyen-Orient. Les États-Unis déclinant, leur protégé au Moyen-Orient verra elle aussi, ou lui aussi, son influence décliner au Moyen-Orient. Et donc ici, moi il était important de vous montrer l'agacement de Donald Trump. Mais cet agacement, contrairement aux Occidentaux qui pensent qu'elle est tournée vers Vladimir Poutine, puisque nous voyons que Vladimir Poutine, lui, continue son agenda calmement, elle est plutôt due au fait qu'il n'avance pas dans l'obtention de ce qu'il voudrait faire en Ukraine. Et que pendant qu'ils essayent d'obtenir quelque chose de l'Ukraine, voyant qu'en Ukraine, c'est beaucoup plus difficile à se matérialiser, vous avez l'envoyé de Donald Trump qui, bien qu'il soit parti pour parler avec Vladimir Poutine, on vous dit qu'il est parti parler business de terres rares avec les oligarques russes. Devinez pourquoi? Parce que les terres rares des Ukrainiens seront bientôt exploitées par les industriels russes. Ou, oui, les industriels russes, parce que de toute manière, ces territoires-là ont intégré la Fédération de Russie. Et donc,
Ce qui se passe ici et que les Occidentaux voient mais ne peuvent pas s'en offusquer, c'est que le business est en train de se faire aux dépens des Occidentaux, des Ukrainiens. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous mettre en perspective et vous mettre en lumière les différentes actualités du moment. Nous voyons bien que Zelensky est de moins en moins important dans l'actualité mondiale ou même dans l'actualité géopolitique, puisque ce qui domine ou ce qui a dominé l'actualité ces dernières semaines ou cette semaine qui vient de s'écrouler, c'était la guerre commerciale de Trump qui a mis à genoux la plupart des pays du monde et particulièrement l'Europe, qui a montré la soumission de l'Europe aux États-Unis, mais aussi qui a acté non seulement un changement de paradigme dans la mondialisation, puisque les États-Unis veulent récupérer leur part, ils veulent arrêter de dépenser à tout va, mais aussi qui a acté le déclin économique des États-Unis ou l'ascension économique de la Chine. Vous voyez ça comme vous voulez. Mais ici, moi, ma thèse, c'était que les États-Unis ont réalisé que l'Occident est en train de décliner et ils veulent tirer leur part du gâteau. Et donc, tout ce qu'ils perdaient dans la mondialisation, mais qu'ils gagnaient à cause du privilège du dollar, maintenant que le privilège du dollar est perdu, ils veulent le regagner avec les taxations et en modifiant le paradigme ou le fonctionnement de la mondialisation. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.